Chaque nuit entre 1943 et 1945, environ 1000 jeunes hommes montaient dans les tourelles arrière des bombardiers Lancaster et Halifax. Sachant pertinemment que les statistiques les considéraient comme des hommes morts en vol. Le poste de mitrailleur arrière du RAF Bombay Command offrait les perspectives de survie les plus sombres de tous les rôles d'équipage aérien pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Entassé dans une bulle de perspective à peine plus grande qu'une cabine téléphonique, ces hommes étaient assis seuls à la queue de leur avion, séparés de leurs équipiers par 30 pieds de fuselage gelé, armés de 4 mitrailleuses Browning 303 qui devenaient déjà de plus en plus grandes. Obsolètes face aux chasseurs de nuit blindés allemands qui les chassent. L'offensive nocturne du Bombay Command contre l'Allemagne nazie représenta la campagne aérienne la plus soutenue et la plus coûteuse de l'histoire militaire britannique. Entre 1939 et 1945, 125 000 équipages aériens ont servi au commandement des bombardiers. Parmi eux, 55 503 furent tués au combat, soit un taux de mortalité de 44% supérieur au massacre d'officiers subalternes sur le front occidental pendant la Grande Guerre. Pour les mitrailleurs arrière en particulier, les chiffres étaient encore plus sombres. Leur position à l'arrière en faisait la cible principale des pilotes de chasse de nuit allemands qui avaient appris à approchez-vous par le bas et par derrière, ratissant le ventre des bombardiers avec des canons tirant vers le haut avant même que le tireur puisse les repérer. L'hiver 19434 s'avère particulièrement meurtrier. A eu cours de la bataille de Berlin, qui s'est déroulée de novembre 1943 à mars 1944. Le Bombay Command a perdu 147 avions et plus de 7000 membres d'équipage en seulement 16 raids majeurs. Le raid de Nuremberg du 30 mars 1944 coûta à lui seul 95 bombardiers et 545 hommes. Est la pire perte nocturne de l'histoire du commandement. Des jeunes hommes qui commençaient à peine à se raser étaient introduits dans ce hachoir à viande statistique à un rythme industriel, et les artilleurs arrière supportèrent l'essentiel de l'expertise croissante des forces de chasse de nuit allemandes. Ce qui rendait le travail du mitrailleur arrière si terrifiant était la combinaison de vulnérabilité et de responsabilité. Contrairement aux mitrailleurs supérieurs qui bénéficiaient d'une certaine protection contre la structure de l'avion, le mitrailleur de queue était exposé dans sa tourelle transparente, premier point de contact pour toute attaque par derrière ou par dessous. Son seul chauffage provenait d'une combinaison chauffée électriquement qui fonctionnait fréquemment mal, laissant les hommes souffrir d'engelures à des altitudes de 20 000 pieds où les températures chutaient jusqu'à 40 degrés. De nombreux artilleurs ont retiré un gant pour mieux ressentir leur déclencheur, acceptant les doigts gelés comme le prix de réaction plus rapide. Pourtant, malgré ces conditions, ces jeunes hommes étaient censés rester vigilants pendant 5, 6, parfois 8 heures d'affilée, scrutant constamment l'obscurité à la recherche de l'ombre révélatrice d'un combattant qui s'approchait. Un instant d'inattention signifiait la mort, non seulement pour le tireur, mais pour tout son équipage. L'espérance de vie moyenne d'un équipage de bombardiers était estimée à seulement 14 opérations, alors qu'une mission complète en comportait 30. Les mathématiques de la survie étaient brutalement simples. Et la plupart des hommes n'y arriveraient pas dans cette équation mortelle. Sont entrés des milliers de bénévoles de toute la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Ils venaient de fermes et d'usines, d'écoles et de bureaux, d'Écosse, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et la plupart avaient entre 18 et 22 ans. Ils connaissaient les probabilités, mais ils grimpaient nuit après nuit dans ces tourelles gelées, regardant dans l'obscurité, attendant l'ennemi qui allait presque certainement arriver. Parmi eux se trouvait un Écossais de 19 ans dont l'extraordinaire habileté avec ses 4 mitrailleuses Browning défierait toutes les probabilités statistiques opposées à lui, le transformant de proie en prédateur au cours de 3 missions remarquables au cours de l'été 1944. Wallace Mintosh est né le 22 novembre 1924 dans la petite communauté agricole de Malheur-Aberdeen, un paysage de champs vallonnés, de vents violents de la mer du Nord et d'habitants issus de générations de dur labeur agricole. Son père travaillait la terre comme l'avaient fait des générations avant lui, et le jeune Wallace a grandi en comprenant la valeur de la patience, de la précision et du calme lorsque les conditions se retournaient contre vous. Ces qualités, inculquées au cours d'innombrables heures de vie rurale écossaise, se révéleront plus tard inestimables à 20 000 pieds au-dessus du territoire ennemi. L'enfance de Mackintosh dans le nord-est de l'Écosse fut banale à bien des égards. Il a fréquenté les locaux écoles, aidé aux travaux agricoles et, comme la plupart des garçons de sa génération, observait les nuages d'orage qui s'amoncelaient sur la politique européenne avec un mélange de fascination et d'effroi. Lorsque la guerre fut déclarée le 3 septembre 1939, Mackintosh n'avait que 14 ans, trop jeune pour servir,
mais assez vieux pour comprendre que ce conflit allait probablement définir sa génération. Et la chute de la France en juin 1940 et la bataille d'Angleterre qui a suivi ont rapproché la guerre. De notre pays, alors que les bombardiers de la Luftwaffe s'égaraient occasionnellement au-dessus de l'espace aérien écossais et que les journaux se remplissaient d'histoires de pilotes de la RAF défendant l'espace aérien écossais. Nation. En 1943, Mintosh avait atteint l'âge de 18 ans et s'est immédiatement porté volontaire pour la Royal Air Force. Comme beaucoup de jeunes hommes dès à son époque, il était attiré par le romantisme du vol. Même si la réalité du service de la RAF en 1943 ne ressemblait guère à l'image glamour dépeinte sur les affiches de recrutement, le service subissait une hémorragie du personnel navigant à un rythme alarmant et le pipeline de formation avait été accéléré pour répondre aux demandes insatiable des commandements de bombardiers en expansion offensive. Mackintosh a été sélectionné pour suivre une formation de mitrailleur aérien. Un rôle qui exigeait des réflexes rapides, une excellente vue et le soutien psychologique. Le courage de s'asseoir seul dans une tourelle gelée pendant que la mort vous poursuivait dans l'obscurité. La formation au tir aérien en 1943 a été dispensée dans diverses écoles de Grande-Bretagne et du Commonwealth. Les stagiaires ont appris la reconnaissance des avions, la mécanique de leur mitrailleuse Browning 303, la théorie du tir de déviation et les doctrines tactiques régissant le combat aérien. Mackintosh s'est révélé un élève exceptionnel, démontrant une capacité naturelle dans l'art du tir par déviation, le calcul complexe consistant à diriger une cible en mouvement pendant que vous vous entraînez à plus de 200 mph. Là où d'autres stagiaires avaient du mal avec les mathématiques des trajectoires convergentes, Mackintosh semblait posséder un sens intuitif. Comprendre où devaient se trouver ses balles. À la fin de sa formation, Mackintosh reçut son brevet de mitrailleur aérien, l'insigne emblématique en forme de demi-aile comportant les lettres AG, et fut promu sergent. Son affectation eut lieu au début de 1944, au 207e escadron basé à la RAF Spilsby dans le Lincolnshire. Il s'agissait de l'un des escadrons Lancaster de première ligne du Bombay Command, faisant partie d'un groupe de 5 sous le commandement du vice-maréchal de l'air Ralph Cochrane. Et la devise de l'escadron, CR Paratus, toujours prêt, serait mise à l'épreuve chaque nuit alors que les équipages étaient envoyés contre des cibles situées au cœur de l'Europe occupée et de l'Allemagne elle-même. Spilsby était typique de la précipitation. Construit des stations de bombardiers qui parsèment la campagne du Lincolnshire. Plat, balayé par le vent et fonctionnel, il abritait environ 200 membres d'équipage et plus de 2000 membres du personnel au sol qui permettaient aux Lancaster de voler. Mackintosh est arrivé pour trouver un escadron qui avait déjà subi des pertes importantes au cours de la brutale campagne d'hiver. Les visages dans le désordre changeaient constamment à mesure que les équipages ne revenaient pas et que des remplaçants arrivaient pour combler les vides. Les équipages vétérans observaient les nouveaux arrivants avec un mélange de sympathie et de distance émotionnelle délibérée. L'expérience leur avait appris à ne pas s'attacher trop rapidement. À 19 ans, Wallace Mackintosh était sur le point d'entrer dans ce monde de mort calculée et découvrait si ses compétences s'avéreraient suffisantes contre l'élite des chasseurs de nuit du Luft. Et la force de chasse nocturne allemande qui attendait Mackintosh et ses collègues artilleurs était passée d'une mesure défensive improvisée à la hâte à l'une des machines de destruction aérienne les plus sophistiquées de l'histoire. Lorsque le RAF Bombay Command a lancé sérieusement son offensive nocturne, le Luftwaffe a d'abord eu du mal à contrer la menace. L'obscurité, qui protégeait les bombardiers britanniques des interceptions précises de flak et de chasseurs qui avaient décimé les raids de jour, semblait un bouclier impénétrable. Mais l'ingéniosité allemande, née d'une nécessité désespérée, se transforma bientôt en le ciel nocturne en un terrain de chasse méticuleusement organisé. À eu cœur de cette transformation se trouvait le général Isef Kamube qui construisit un système défensif élaboré portant son NOM. Et la ligne Kamuba s'étendait du Danemark jusqu'à la frontière suisse, divisant les abords de l'Allemagne en une grille de cases individuelles, chacune d'environ 20 mètres de large. Dans chaque case opérait un seul chasseur de nuit guidé par des stations radars contrôlées au sol qui suivaient à la fois le flux de bombardiers entrants et le chasseur en défense. Les contrôleurs dirigeraient leurs pilotes vers une cible jusqu'à ce qu'un contact visuel puisse être établi, moment auquel le tué est devenu personnel. Les avions qui ont rendu ce système mortel étaient le bimoteur Messerschmitt Bf-110 et les machines U-88 de Junker conçues à l'origine à d'autres fins mais adaptées avec brio au combat nocturne. En 1944, ces chasseurs étaient équipés de leur propre radar aéroporté, le système Liechtenstein, qui permettait aux opérateurs qualifiés de détecter les bombardiers à plusieurs kilomètres de distance. Un équipage entraîné pouvait traquer un Lancaster pendant des minutes, se positionnant
parfaitement avant de déclencher une attaque dévastatrice. L'équipage du bombardier, quant à lui, n'avait souvent aucun avertissement jusqu'à ce que les obus de canon commencent à déchirer leur avion. Le plus terrifiant de tous était le Schrei, musique littéralement biaisée, argot allemand. Pour le jazz, mais dans ce contexte faisant référence aux canons tirant vers le haut montés derrière le cockpit. Ces armes, généralement des canons jumelés de 20 mm, permettaient à un chasseur de nuit de se glisser sous un bombardier complètement invisible sur le sol sombre et de tirer directement sur les réservoirs de carburant et sur bombées à bout portant. Le ventre du bombardier était son point le plus vulnérable, totalement non défendu par aucune position de canon. Les équipages qui ont survécu à de telles attaques ont déclaré avoir vu leur avion simplement exploser sans avertissement. Le premier signe de danger est la détonation catastrophique de carburant ou de bombes. Bombardier de la RAF qu'on la demande à développer des contre-mesures, mais celles-ci étaient souvent inadéquates contre de telles tactiques. Et la principale responsabilité du mitrailleur arrière était le tire-bouchon, une manœuvre violente et évasive que le pilote exécutait sur l'avertissement crié du tireur. Le Lancaster plongerait de 500 pieds en tournant, puis remonterait et tournerait dans la direction opposée. Une séquence de retournement d'estomac conçue pour perturber la visée d'un combattant. Mais cette manœuvre obligeait le tireur à repérer l'attaquant en premier et contre-charger. Et la musique attaque directement en dessous. Repérer l'ennemi était presque impossible. Les artilleurs ont appris à scanner systématiquement, en divisant le ciel en segments et en vérifiant chacun méthodiquement avant de passer au suivant. Pourtant, des heures passées à regarder dans une obscurité sans relief ont induit un état hypnotique qui a atténué les réactions, précisément au moment où la netteté signifiait la survie. Certains artilleurs ne juraient que par des techniques comme mâcher du chewing-gum ou se pincer pour rester vigilants. D'autres s'en remettaient à l'instinct, à une sensation de picotement dans la nuque à laquelle les hommes expérimentés avaient appris à se fier absolument. Et la différence entre un tireur qui a repérer un combattant à 600 mètres et celui qui l'a vu à 200 mètres était souvent la différence entre la vie et la mort pour cet homme. Dans cet environnement mortel. Le sergent Wallace McIntosh apporterait quelque chose d'inhabituel, presque. Capacité surnaturelle à repérer les menaces avant qu'elles ne se matérialisent en attaque, combinée à une précision de tir qui a transformé sa position défensive en une arme offensive. Les chasseurs étaient sur le point de découvrir que cette proie avait des dents. Et la nuit du 28 juillet 1944 commença. Comme d'innombrables autres membres de la RAF Spilsby, les équipages se sont rassemblés dans la salle de briefing pour connaître leur cible, Stuttgart, un centre industriel majeur du sud-ouest de l'Allemagne qui abritait les usines de Daimler-Benz, les usines électriques de Bosch et des dizaines de petites usines de fabrication alimentant la machine de guerre nazie. Et la route les mènerait à travers la France occupée, au-dessus des montagnes Vosges et au plus profond de la France. Au cœur de l'Allemagne. Les concentrations de flaques étaient marquées sur la carte par des cercles rouges menaçants, tandis que les agents du renseignement décrivaient l'activité prévue des chasseurs de nuit. Pour McIntosh, assis parmi ses coéquipiers, ce ne serait pas une opération ordinaire. Le Lancaster a décollé de la piste de Spilsby vers 20 à 30 heures, rejoignant un flot de plusieurs centaines de bombardiers convergeant depuis les aérodromes du Lincolnshire et du Yorkshire. Le flux de bombardiers était une formation calculée. Avions volant en masse concentrée pour submerger les défenses allemandes et réduire l'exposition individuelle. Temps passé sur un territoire dangereux. Mais la concentration signifiait également que les combattants de nuit pouvaient trouver des cibles plus facilement, et les contrôleurs allemands étaient devenus experts dans l'identification de la direction du flux et dans le positionnement de leurs chasseurs. En conséquence, McIntosh s'installa dans sa tourelle arrière alors que la côte anglaise disparaissait sous eux. Les 4 mitrailleuses Browning 303 qui l'entouraient étaient chargées, prêtes. Chaque ceinture contient un mélange de balles perforantes, incendiaires et traçantes. Et sa combinaison chauffée électriquement bourdonnait contre le froid envahissant tandis que le Lancaster montait à l'altitude opérationnelle. Il leur restait 4 heures de vigilance avant d'atteindre la cible. Puis encore 4 heures de retour à la maison, en supposant qu'ils aient survécu au défi. Et la première indication de le danger est apparu lorsque le flux de bombardiers a traversé l'Allemagne proprement dite. McIntosh l'a repéré. Une ombre plus sombre sur le ciel déjà sombre, se déplaçant avec une intention déterminée plutôt que de dériver comme un nuage ou des débris. Et sa voix traversa l'interphone. Chasseur, combattant, port de Cork Crew, partez. Le pilote du Lancaster a lancé le bombardier lourd dans une manœuvre d'évitement. 70 000 livres d'avion, de carburant et de bombes roulaient violemment alors que McIntosh suivait le Messerschmitt Bf 110 qui approchait. Ce qui s'est passé ensuite a défié le schéma normal de telles rencontres. Plutôt que de simplement survivre à l'attaque,
Mintosh s'est engagé avec une agression calculée. Alors que le Bf-110 tentait de suivre le Cork-Crewing Lancaster, Mintosh a ouvert le feu, ses balles traçantes atteignant à travers l'obscurité. Son tir de déviation, amenant la cible à tenir compte du mouvement des deux avions, s'est avéré d'une précision dévastatrice. Des obus ont touché le moteur bâbord du chasseur, qui a pris feu. Le Bf-110 est détaché, traînant du feu avant de s'enrouler en spirale. Premier meurtre confirmé. L'équipage s'était à peine remis de cet engagement qu'un deuxième chasseur se matérialisa d'en bas, tentant l'approche redoutée de la musique Shrega, mais Macintosh scrutait constamment, ses yeux habitués à l'obscurité, son attention intacte par le récent combat. Il repéra la forme sombre qui s'élevait sous eux et cria. Un autre avertissement. Le pilote fit un nouveau tour de vis pendant que Macintosh abaissait ses canons à leur angle maximum vers le BAS. Et la géométrie aurait dû favoriser l'attaquant. L'arc de tir de la tourelle arrière était limité, conçu principalement pour les menaces approchant par derrière plutôt que par le bas. Pourtant, Macintosh a attrapé le deuxième Bf-110 alors qu'il tentait de disparaître. Se déclenche après son attaque interrompue. Une rafale concentrée a attrapé le chasseur alors qu'il s'éloignait, frappant la zone du cockpit. L'avion s'est éloigné dans la nuit. Aucun parachute visible dans l'obscurité. De victimes confirmées en une seule fois. Le Lancaster a continué vers Stuttgart, a largué ses bombes sur sa cible et retourna à Spilsby. Alors que l'aube se levait sur le Lincolnshire, Mintosh descendit de sa tourelle, épuisé, mais vivant, après avoir accompli en une nuit ce que la plupart des artilleurs n'avaient jamais accompli au cours d'une tournée entière. À 19 ans, il s'était annoncé comme un prédateur dans un ciel rempli de chasseurs. Et la nouvelle du double meurtre de Mintosh s'est rapidement répandue dans l'escadron. Dans la culture particulière du commandement des bombardiers, où la superstition se mêlait au fatalisme et au professionnalisme discret, de telles réalisations étaient notées avec respect, mais sans célébration excessive. Les hommes expérimentés savaient que la chance pouvait s'évaporer aussi vite qu'elle arrivait, et la Luftwaffe Night Fighter Force est restée aussi meurtrière que jamais. Macintosh lui-même aurait peu parlé de l'engagement, affichant l'attitude discrète typique d'un équipage navigant prospère qui comprenait que la survie exigeait de la concentration plutôt que de l'autosatisfaction. En août 1944. Les opérations s'intensifièrent alors que le commandement des bombardiers soutenait la sortie des Alliés de Normandie tout en maintenant la pression sur les centres industriels allemands. Le rythme opérationnel de l'escadron s'est accru avec des équipages effectuant plusieurs missions par semaine contre des cibles allant des objectifs tactiques en France au bombardement stratégique au plus profond du Reich. Pour Mintosh et son équipage, la fatigue est devenue une compagne constante. Pourtant la vigilance du Scotsman dans la tourelle arrière n'a jamais faibli. Et la mission qui allait consolider sa réputation grandissante a eu lieu à la mi-août lors d'un raid contre une cible lourdement défendue dans la vallée rurale, le cœur industriel que les équipages de bombardiers surnommaient sombrement Happy Valley pour sa concentration meurtrière de batteries anti-aériennes et de bases de combat de nuit. Les défenses allemandes dans cette région avaient détruit des centaines de bombardiers, et chaque équipage savait que pénétrer dans la ruée signifiait exécuter un gant spécialement conçu pour les détruire. Le voyage allait s'est déroulé sans incident jusqu'à ce que le flot de bombardiers s'approche de la zone cible. Puis la nuit a explosé. Violence. Les contrôleurs allemands avaient parfaitement positionné leurs chasseurs et les attaques se répercutaient sur la formation. Macintosh regarda d'autres Lancaster tomber, certains explosant instantanément, d'autres descendant en spirale dans des flammes traînantes, tandis que de minuscules personnages dégringolaient des écoutilles. Des hommes dont les parachutes pourraient ou non s'ouvrir à temps. L'horreur d'assister à de tels spectacles tout en maintenant l'efficacité du combat mettait à l'épreuve les limites psychologiques de chaque tireur. Le premier chasseur arriva sur eux depuis la hanche tribord. Il s'agit d'un Junker du 88 dont les deux moteurs brillèrent momentanément à la lumière de l'avion en feu en contrebas. Mintosh a appelé le Cork Crew et s'est engagé simultanément, ses traces se dirigeant vers l'attaquant. Le pilote du G88 était habile, suivant le schéma d'évitement du Lancaster avec une précision professionnelle, mais le tir du Macintosh s'est avéré supérieur. Son rafale a frappé l'aile tribord du chasseur, coupant les conduites de carburant ou le système hydraulique. Les dégâts exacts sont impossibles à déterminer dans le chaos. Le Ju-88 a interrompu son attaque, descendant rapidement avec des dégâts visibles. Les renseignements ont confirmé plus tard qu'il s'agissait d'un meurtre probable. Quelques minutes plus tard, toujours au-dessus de la zone cible avec des tirs de flak autour d'eux et le viseur de bombe appelant des instructions pour l'approche finale, un deuxième chasseur de nuit a attaqué. Ce Bf-110 est venu d'une poupe presque morte, l'approche d'interception classique.
Cela donnait au mitrailleur arrière sa meilleure solution de tir, mais plaçait également le bombardier directement dans le viseur du canon du chasseur. Les deux avions ont ouvert le feu presque simultanément. McIntosh sentit des obus de canon frapper dangereusement l'arrière du fuselage du Lancaster. Près de sa tourelle. Les perspectives se sont brisées quelque part à proximité et l'avion a frémi sous les impacts. Pourtant, son propre feu a trouvé sa cible avec un effet dévastateur. Et la zone du cockpit du Bf-110 a absorbé plusieurs impacts et le chasseur est tombé, clairement terminé. Le Lancaster, endommagé mais pouvant voler, a terminé son bombardement avant de rentrer chez lui avec des trous dans son fuselage, et un mitrailleur arrière qui venait de revendiquer sa 4e victoire confirmée. Le vol de retour a mis à l'épreuve l'endurance de l'équipage alors qu'il soignait son avion blessé à travers l'Europe occupée. McIntosh resta dans sa tourelle endommagée, à la recherche d'autres menaces malgré le froid qui hurlait désormais à travers les trous des perspectives. Ils ont atterri à Spilsby avec des dégâts qui ont nécessité d'importantes réparations. 4 victimes en 2 missions. Le jeune Écossais d'Abedinia était en train de devenir une légende. Et la 3e mission arriva avant la fin du mois d'août, et avec elle vint l'engagement qui élèverait Wallace McIntosh dans un air véritablement raréfié. Réaliser un A. Statut, 5 victoires aériennes confirmées étaient extraordinairement rares pour un pilote. Mais pour un bombardier volant en position défensive dans un avion conçu pour absorber la punition plutôt que de la infliger, une telle réussite frôlait le miraculeux. Les statistiques à elles seules racontent l'histoire. La plupart des artilleurs arrière qui ont affronté des chasseurs de nuit n'ont pas survécu à l'expérience, et encore moins triomphé de plusieurs attaquants au cours de missions distinctes. Et la cible cette nuit-là était une installation allemande de production de pétrole synthétique. Une partie de la campagne stratégique du Bombay Command visant à priver le Reich de carburant. Les renseignements alliés avaient correctement identifié la production pétrolière comme étant l'enjeu critique du Wehrmacht. Vulnérabilité et des bombardiers lourds étaient envoyés de plus en plus fréquemment contre les raffineries et les usines de carburant synthétique. Ces installations furent défendues avec une férocité particulière car les Allemands comprirent leur importance pour l'effort de guerre. McIntosh et son équipage savaient qu'ils se dirigeaient vers une opposition concentrée. Le flot de bombardiers a traversé la mer du Nord et pénétré l'espace aérien allemand sans incident. Mais à mesure qu'il approchait de la zone cible, la danse familière de la mort commença. Les contrôleurs au sol allemands avaient suivi la progression du flux et positionné leurs chasseurs de nuit pour un effet maximal. Les avions ont commencé à tomber autour de la formation, victimes de la combinaison mortelle de interception guidée par radar et attaque musicale mortelle de Schreger. McIntosh observait et attendait, ses mains légèrement posées sur les commandes du pistolet, ses yeux scrutant méthodiquement l'obscurité. La première attaque est venue d'en bas et derrière l'approche classique de Schreger Music qui avait tué tant d'équipes sans méfiance. Mais McIntosh repéra l'ombre qui se levait. Un Bf-110 montant en position d'attaque avec ses canons tirant vers le haut, prêt à éviscérer le ventre non protégé du Lancaster. Son cri d'avertissement a envoyé le bombardier plonger dans un tire-bouchon qui a perturbé la visée du chasseur. Balle passant sans danger à travers l'espace qu'ils avaient occupé quelques instants auparavant. Comme le Bf-110 a tenté de se repositionner pour une autre attaque, mais McIntosh l'a intercepté dans une brève fenêtre de vulnérabilité. Le chasseur, fidèle à son profil d'attaque grimpante, a présenté ses surfaces supérieures alors qu'il s'éloignait. L'explosion du McIntosh a atteint l'avion proprement, les balles frappant le fuselage et la jonction de l'aile. Un incendie jaillit de la machine en panne alors qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité. Tué le numéro 5. Statut a obtenu. L'équipage avait à peine assimilé ce succès qu'un autre chasseur se matérialisa. Celui-ci attaque depuis la hanche bâbord dans une passe tranchante conçue pour submerger la capacité du tireur à suivre et à engager. Le pilote était clairement expérimenté, utilisant les angles morts du bombardier et le chaos de l'engagement précédent pour pousser son attaque. Des obus de canon ont frappé l'aile bâbord du Lancaster, perçant des trous dans le revêtement et manquant de peu les réservoirs de carburant. McIntosh fit pivoter sa tourelle avec une vitesse désespérée, menant le chasseur alors qu'il traversait derrière EX. Et sa dépression déclenchante était désormais presque instinctive. Des milliers de balles ont été tirées à l'entraînement et au combat, après avoir perfectionné ses réflexes jusqu'à la précision mécanique. Le flux tracé a croisé la trajectoire du chasseur, et le Bf-110 a semblé chanceler dans les airs alors que les obus trouvaient leur cible. Le pilote allemand a tenté de se désengager, mais les dommages. Son avion était déjà critique. Le combattant s'enfonce dans une spirale incontrôlée, son sort scellé par l'Écossais de 19 ans,
qui vient de faire sa 6e victime. 6 victoires confirmées au cours de 3 missions. L'improbabilité statistique d'une telle réalisation défiait tout calcul. Mintosh avait transformé sa tourelle arrière d'une position de défense désespérée en une arme de destruction calculée, renversant la situation sur les chasseurs, qui avaient réclamé tant de ses camarades. Le jeune garçon de ferme de Mainlor était devenu le mitrailleur aérien le plus titré du Bombay Command pendant la guerre. Et la nouvelle de l'extraordinaire réussite du Macintosh a voyagé rapidement à travers la chaîne de commandement. 6 chasseurs de nuit tués confirmés par la tourelle arrière d'un bombardier Lancaster représentait quelque chose de sans précédent dans l'expérience du Bombay Command. Les artilleurs individuels ont parfois remporté des victoires simples et quelques rares ont réalisé des doubles, mais 6 victoires en 3 missions ont placé Macintosh dans une catégorie entièrement à part. Le ministère de l'Air en a pris note et le mécanisme de reconnaissance officiel a commencé à fonctionner. Le 22 septembre 1944, la London Gazette publiait l'annonce de la médaille de vol distinguée de Macintosh, décoration décernée aux sous-équipiers navigants pour actes de bravoure et services exceptionnels. La citation louait son courage, ses compétences et sa détermination face à l'action ennemie, même si le langage formel rendait à peine compte de la réalité de ce qu'il avait accompli. Le ruban DFM avec ses rayures diagonales violettes et blanches distinctives marquait Macintosh comme un homme qui avait fait preuve d'une performance extraordinaire dans les circonstances les plus exigeantes imaginables. Ce qui a rendu le succès du Macintosh si remarquable, c'est son mépris de toute probabilité statistique régissant le combat aérien dans le commandement des bombardiers. L'analyse menée après la guerre a révélé que les chances du mitrailleur arrière moyen dès les taux de survie à une attaque de chasseurs de nuit étaient d'environ 20%. Les chances de survivre à plusieurs attaques sur plusieurs missions a chuté de façon exponentielle. Qu'un tireur non seulement survive à 6 engagements distincts, mais qu'il sorte victorieux de chacun d'entre eux représentait une anomalie statistique que les mathématiciens auraient du mal à exprimer en termes significatifs. Les autres équipages aériens et les historiens ultérieurs ont tenté de comprendre ce qui distinguait Macintosh de ses camarades tout aussi courageux mais moins performants. Plusieurs facteurs ont émergé de l'analyse de ses techniques et de son témoignage. Premièrement, sa vue était exceptionnelle, même selon les normes rigoureuses exigées des artilleurs aériens. Elle pouvait détecter des mouvements et des variations d'ombre dans l'obscurité que les autres hommes ne pouvaient tout simplement pas percevoir. Cette fraction de seconde d'avantage en matière de détection s'est traduite directement en survie. Deuxièmement, Macintosh maîtrisait le tir par déviation à un degré qui se rapprochait du talent artistique. Les mathématiques du tir aérien, calculant le point d'intersection entre les obus en mouvement et une cible en mouvement à bord d'une 3e plateforme mobile, ont vaincu de nombreux artilleurs par ailleurs compétents. Macintosh semblait posséder une compréhension intuitive de ses calculs, pointant ses armes là où se trouverait l'ennemi plutôt que là où il se trouvait. Cette compréhension instinctive ne pouvait pas être pleinement enseignée. Cela représentait une combinaison d'aptitudes naturelles et de pratiques intensives. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus critique, Macintosh a refusé d'adopter une mentalité purement défensive. Et la doctrine standard encourageait les artilleurs à annoncer des manœuvres d'évitement et à espérer que le cork-crew repousserait les attaquants. Macintosh considérait plutôt chaque engagement comme une opportunité de détruire l'ennemi, en maintenant un tir agressif, même pendant que son avion effectuait de violentes évasions. Cette mentalité offensive a transformé des rencontres qui auraient dû favoriser l'attaquant en piège mortel. Le contexte plus large de sa réussite a mis en évidence le sacrifice stupéfiant du Bombay Command. À la fin de la guerre, 55,73 hommes étaient morts en servant dans le commandement, un taux de mortalité dépassant celui de toute autre formation britannique majeure. L'âge moyen des personnes tuées était d'à peine 22 ans. Des équipages entiers ont disparu sans laisser de traces au-dessus de l'Allemagne, leur sort étant inconnu jusqu'à ce que les archives d'après-guerre révèlent leur fin dans des avions écrasés ou dans des tombes anonymes. Dans ce contexte de mort à l'échelle industrielle, la survie et le succès du Macintosh témoignent de son talent, de sa détermination et de cette qualité indéfinissable qu'on appelle la chance. Macintosh a continué ses opérations aériennes après sa décoration, complétant sa tournée et survivant à la guerre. Contrairement à tant de ses contemporains dont la vie prometteuse s'est terminée dans des décombres en feu au-dessus de l'Allemagne, le jeune Écossais retournerait en Abédinia, emportant des souvenirs qui resteraient vifs pendant des décennies. Ces 6 victoires confirmées n'ont jamais été dépassées par un autre mitrailleur de commandement de bombardier. Et la guerre en Europe a pris fin le 8 mai 1945 et avec elle s'est produit le démantèlement progressif de la vaste machine militaire qui avait consumé des millions de jeunes vies. Wallace Macintosh ayant survécu à des épreuves qui ont fait que la
plupart de ses contemporains sont retournés à la vie civile en Écosse. Et la transition d'un combat nocturne en Allemagne à une existence en temps de paix s'est avérée difficile pour de nombreux vétérans et Mackintosh ne faisait pas exception. Les compétences qui l'avaient rendu mortel dans une tourelle arrière n'avaient que peu d'importance dans l'économie d'après-guerre. Et comme tant d'autres, il a dû reconstruire sa vie. Interrompu par un conflit mondial. Mackintosh s'est réinstallé dans la région d'Aberdeen où il avait grandi, trouvant finalement du travail et établissant une existence ordinaire qui lui avait semblé incroyablement lointaine pendant ces nuits terrifiantes du Reich. Il s'est marié, a élevé une famille et a vécu tranquillement. Ses extraordinaires réalisations en temps de guerre étaient connues uniquement de ceux qui avaient servi à ses côtés ou qui avaient pris la peine d'enquêter sur les archives du Bombay Command. Le distingué ruban de médaille volante apparaissait occasionnellement sur sa poitrine lors des cérémonies du jour du souvenir, mais Mackintosh n'était pas du genre à se vanter de ses réalisations. Au cours des années suivantes, Mackintosh est devenu plus disposé à discuter de ses expériences, participant à des entrevues et à des événements commémoratifs visant à préserver la mémoire des anciens combattants du Bombay Command avant que le temps ne les réclame entièrement. Ses souvenirs ont fourni un aperçu inestimable des exigences psychologiques et physiques du combat aérien, offrant des perspectives que les documents officiels n'ont jamais pu capturer. Il a parlé du froid, de la peur, de la concentration requise pour maintenir la vigilance heure après heure, et du mélange particulier de culpabilité et de soulagement qui accompagnait le retour de mission auquel d'autres n'avaient pas survécu. Et la reconnaissance plus large du sacrifice du Bombay Command s'est faite douloureusement lentement. Contrairement au Fighter Command, dont les pilotes étaient célébrés comme les sauveurs de la Grande-Bretagne lors de la bataille d'Angleterre, les hommes du Bombay Command ont été confrontés à des décennies d'ambivalence, voire d'hostilité. La moralité de la campagne de bombardement stratégique a été remise en question et les équipages aériens, qui avaient tout risqué, ont trouvé eux-mêmes exclus de nombreuses commémorations. Ce n'est qu'en 2012, 67 ans après la fin de la guerre, qu'un mémorial dédié au Bombay Command a finalement été dévoilé dans le Green Park de Londres, honorant tardivement les 55 573 personnes qui ne sont jamais revenues. Mackintosh a vécu assez longtemps pour bénéficier de cette reconnaissance et est décédé le 13 juin 2018 à l'âge de 93 ans. Sa mort a marqué la perte continue de la génération de la Seconde Guerre mondiale. Les hommes et les femmes qui ont vécu le conflit disparaissent à un rythme accéléré. Avec le passage de chaque vétéran, le lien direct avec ces événements devient de plus en plus ténu, ce qui rend la préservation de leurs histoires de plus en plus urgente. L'importance des réalisations du Mackintosh s'étend au-delà des simples statistiques, impressionnantes même si elles demeurent. Son histoire met en lumière l'expérience plus large des artilleurs du Bombay Command, des jeunes hommes, souvent des adolescents, qui grimpaient nuit après nuit dans des tourelles gelées, sachant que les chances étaient contre UX. Et la plupart n'ont pas obtenu le succès du Mackintosh, mais ils ont fait preuve du même courage face ces chances. Le mitrailleur arrière, qui a tiré une fois avant que son avion n'explose, n'était pas moins courageux que Mackintosh. Il a simplement eu moins de chance. Aujourd'hui, l'ARAF Spilsby est revenu à un usage agricole. Les pistes démolies, les hangars démolis. Le paysage de Lincolnshire, qui résonnait autrefois avec le tonnerre des moteurs Merlin, est calme, marqué uniquement par des monuments commémoratifs épars et par quelques avions préservés dans les musées. Pourtant, l'histoire de Wallace Mintosh, le garçon de ferme de 19 ans qui a abattu 6 chevaliers combattants au cours de 3 missions, perdure comme un témoignage du courage humain, de l'habileté et des choses extraordinaires que les gens ordinaires peuvent accomplir quand les circonstances exigent tout ce qu'ils ont à donner. Son héritage n'appartient pas à lui seul, mais à tous ceux qui ont servi dans ces tourelles gelées, guettant l'obscurité à la recherche d'ennemis qui les trouvaient trop souvent en premier.